ce qui a été dit à cette tribune, je m'entendais parmi vous. Je salue mon vieux camarade Denis Trompina, que j'ai pu rencontrer en 1982 quand j'arrivais dans les services à la CGT et à l'inspection du travail. Je me rappelle, puisqu'on parle d'indépendance, que quand je suis arrivé dans les services, c'est pas pour faire ancien, quoi de retraité, et Yves, on ne joue pas forcément aux cartes à la retraite, hein, joker. En 1982, quand j'arrivais, c'était Mademoiselle Lafont, pour ceux qui s'en souviennent. Elle avait dit à moi et quelques autres qui étaient autour, assumez votre indépendance quand vous êtes face à un patron. Parce que s'il croit, ce patron, que c'est pas vous qui décidez, s'il croit que c'est le supérieur qui décide, s'il croit que c'est le directeur qui va traiter son dossier, s'il croit que c'est moi qui va traiter son dossier, vous êtes rien. Il faut qu'il ait, quand vous êtes en face de vous, la certitude que c'est vous qui allez décider de la mise en demeure, de l'observation ou du procès verbal. Et s'il n'a pas cette certitude, votre contrôle ne sert à rien. Il faut que vous soyez indépendant pour peser sur lui, sinon vous n'êtes plus rien. Mais en contrepartie, vous assumez. Et c'est pour ça qu'elle nous le disait de cette façon-là. Et évidemment, dès que l'ensemble des employeurs ont l'idée que s'il y a une sanction administrative, en fait, c'est le, comment vous dites, duc et duchesse, c'est ça, qui la mettra, vous êtes fini. Parce qu'en fait, il passera sans arrêt par-dessus vous. Donc, moi, je cherchais à l'expliquer comme ça parce qu'il y a des millions de gens qui ne comprennent pas forcément l'indépendance de l'inspection du travail. Ils croient que c'est pour faire ce qu'on veut. Ils croient que c'est parce qu'on est corporatiste. Ils croient que c'est parce qu'on ne veut pas être contrôlé nous-mêmes. Si vous lisez tous les trucs qui sont écrits à ce propos, c'est de cette façon-là. Il faut arriver à faire comprendre l'urgence de l'indépendance de l'inspecteur dans son contrôle lui-même pour que les gens comprennent que face à l'employeur, s'il n'est pas indépendant, il n'y a plus de contrôle. Il y a un truc particulier. Vous avez vu que l'UMP hier, quand même dans sa convention, vote la suppression du Code du travail. Ah oui, non, ils ont voté. Hein. C'est dans leur programme. Ils ont voté la suppression du CDI et la fusion avec les CDD. L'apprentissage à 14 ans. Et l'ensemble des démarches, il les conduit jusqu'au bout dans le néolibéralisme. C'est pas. Alors, la suppression de l'inspection de vous. Alors maintenant, quant au PS, je vous dis une chose. C'est pas la première fois que la gauche fait une politique de collaboration de classe dans son histoire. Quand on fait une politique de collaboration de classe, c'est-à-dire que le but est de séduire le patronat, soi-disant pour arriver à une évolution, un progrès social, tout y passe. La non-amnistie des syndicalistes, la suppression des élections pour et la casse de l'indépendance de l'élection du travail font partie des milliards qui sont actuellement donnés au patronat. Ça n'est pas dissociable. C'est un ensemble de mesures institutionnelles, pragmatiques et financières qui vont ensemble. Jamais ça ne marche ces choses-là. Jamais ça ne rapportait dans l'histoire. C'est pas la première fois que ça a été fait depuis un siècle, dans beaucoup de cas de figure et dans beaucoup de pays. Et ça a toujours échoué, comme le fait qu'il y ait 10 200 chômeurs de plus en décembre. Ça n'est que la partie visible. Mais il n'y aura jamais de réduction du chômage de masse sans réduction du temps de travail. Il n'y aura jamais de reconstruction d'un travail pour... C'est presque 6 millions de chômeurs maintenant, sans qu'il y ait un droit du travail. Le droit du travail, c'est un droit au travail. Plus le droit du travail s'affaiblit, plus le chômage augmente. Plus le droit du travail et les contrôles se fait dans l'entreprise, plus on a de chance de redistribuer celui-ci. Si on n'avait pas eu en 70 ans à la fois une réduction du temps de travail et une inspection du travail, on n'aurait jamais pu passer de 9 millions de salariés en 1936 à quelque chose comme 18 millions aujourd'hui. C'était impossible d'avoir à la fois la réduction du temps de travail, le développement du nombre d'emplois et l'augmentation du pouvoir d'achat sur une période de 70 ans sans qu'il y ait un droit et un contrôle du droit. Alors cette année, on est 2014, le 2 septembre 2014, ça fera 10 ans que 2 de nos collègues auront été assassinés. Je suggère de ne pas oublier, et je suggère de redire qu'à cette époque-là, quand nous nous sommes battus, pour qu'il n'y ait pas un silence sur l'assassinat de 2 collègues, on se battait en même temps pour la fonction de l'inspection, son droit, sa dignité et son rôle pour défendre les salariés. Et ce sera l'occasion, j'espère, de le redire, parce qu'à l'époque, en se défendant, on avait défendu et le droit et l'inspection en même temps que la mémoire de nos 2 collègues. Les prud'hommes, j'ai entendu qu'il a été dit
que les élections, c'était une victoire. Je ne pourrais pas être déception, mais c'est simplement un report. Alors les prud'hommes, ils se préparent 18 mois à l'avance. C'est un paquebot, le temps de préparer les choses. Et la seule chose qu'on peut voir, c'est que si jamais c'était remis, il faudrait déjà pour 2016. Parce que tous les processus sont plus ou moins interrompus, il faut faire les listes, il faut faire des tonnes de choses. Ce qu'il faudrait défendre pour les prud'hommes. Et ça vaut le coup pour nous d'argumenter, de prendre le temps pour. D'abord, ils disent que ça coûte trop cher, vous le savez tous, c'est pas vrai, c'est 91 millions, c'est 4,77 € par vote, c'est pas plus cher qu'une élection nationale, c'est moins cher que les élections consulaires, qui ne suppriment pas, aux chambres de commerce, d'industrie, de métier, d'agriculture. Faut toujours argumenter, c'est une élection alors ils disent qu'il n'y a qu'un tiers des gens qui votent, enfin 4,5 millions quand même viennent voter pour les syndicats, et après ils disent que les syndicats n'ont pas de voix. Les partis, que veulent-ils à côté de ce point de vue? Et si on supprime toutes les élections dans la République qui ne font que 30% de votants, il n'y en aura plus beaucoup, au rythme où ça va. Par conséquent, il n'y a pas d'argument pour les supprimer, autre que de faire plaisir au patronat, et dans la suite de la suppression des élections, ils supprimeront les prud'hommes. Parce que c'est comme les élections à la sécurité sociale. Or, il faudrait, nous, avoir, à mon avis, une exigence de retour à des élections de démocratie sociale pour les syndicats, une fois tous les 5 ans, pour les prud'hommes et pour les élections de sécurité sociale, avec un jour férié, pour que les gens puissent aller voter ce jour-là, sans être sous la coupe de l'autorisation de leur patron pour sortir, et qui permettrait un débat public entre les syndicats, qui présenterait leur programme, et qui restaurerait pour les syndicats une audience pour près de millions de gens. Ça, il faut contrer la suppression de l'élection prud'homme, ça n'est pas une affaire technique, c'est une affaire de démocratie sociale fondamentale, et ça va de pair aussi la défense des prud'hommes avec la défense de l'inspection du travail. Tu as fait des guerriers tout à l'heure pour la médecine du travail, c'était dans cette salle qu'on faisait cette réunion il y a 2 ans. Il n'y a rien eu de restauré à propos de la médecine du travail, qui s'affaiblit de plus en plus, au fur et à mesure même, alors qu'il y a un renouveau des risques sociaux et de toutes les conséquences psychologiques sur les salariés aujourd'hui partout. Donc la bataille qui est là est une bataille fondamentale. Il faut l'amener contre un ministre qui ne connaît rien au droit du travail. Rien. Il n'est même pas capable d'argumenter en les yeux sur l'ANI. Il n'a jamais compris ce que c'est, bien qu'il soit ministre qui l'ait fait. Il ne sait même pas, quand on parle des prud'hommes ou quand on parle de l'ANI, qu'est-ce que c'est une conciliation. Il ne sait même pas la distinction, il croit tout ça, voit de loin, technocrate et absolument incompétent. Et qu'il parte, ce ministre-là, avec tout ce qu'il peut porter comme casserole à la queue. Parce que le bilan de l'année dernière est assez lourd. Depuis l'ANI jusqu'à l'inspection, en passant par la non-amnistie des syndicalistes et en passant par tous les autres aspects de ce qu'il prépare maintenant. Parce qu'il y a encore une dizaine de points qui sont sur la sellette dans les ordonnances qui viennent. Sauf que pour cette politique-là, il n'y a pas de majorité en France. Il n'y en a même plus au Parlement. Ils sont obligés de faire des votes bloqués. Ils sont obligés de faire des votes de confiance parce que sinon les députés eux-mêmes ne voteraient pas. Et donc quand il n'y a pas de majorité, ça va finir par se voir. À un moment donné, une accumulation de faits de ce type finissent par être explosif. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la confiance dans vos luttes, d'avoir confiance dans vos meetings, dans vos syndicats, dans l'unité pour pouvoir créer cette situation et pouvoir la transformer de façon victorieuse quand elle surgira. Parce qu'elle va surgir. Alors, je sais que je l'ai dit beaucoup de fois dans ma vie, je suis un vieux 68 art. C'est pas une raison. Mais 68 a matricé des tas d'histoires. Et quand Sarkozy, c'était il y a 6 ans, disait il faut liquider les 68, c'est bien la preuve que 40 ans après, ça les inquiète encore. Parce que sinon, ils n'auraient pas besoin d'en liquider les souvenirs. Et quand il y a l'autre jour chez Goodyear, des salariés qui occupent et qui séquestrent, qu'est-ce qui s'est passé? Le patron leur proposait 25 000 € pour partir. Eux, ils demandaient 100 000 €. Ils ont séquestré. À ce que je sache, ils ont eu 120 000 €. Dites, c'est pas une énorme victoire, mais dites que c'est quand même comme ça que les choses se passent, et pas autrement. Merci de m'avoir brièvement fait jouer le rôle de joker, Yves et chers camarades et collègues.